Bonjour à tous, je suis donc Paul Frappé, médecin généraliste à Saint-Étienne. Et c'est un plaisir et un honneur de vous présenter ici les résultats de cette étude nationale qui évaluait la sécurité d'utilisation des anticoagulants oraux en médecine générale. Au-delà de ces résultats et de sa publication acceptée dans Annals of Family Medicine, la grande fierté de cette étude est d'avoir impliqué plus de 500 médecins généralistes de toute la France, avec l'originalité d'avoir été financée par le biais d'un programme de DPC, des médecins généralistes investigateurs. Alors depuis leur arrivée sur le marché, voilà bientôt 10 ans, en 2009, la proportion d'anticoagulants oraux directs est en augmentation constante dans nos prescriptions et elle modifie donc le paysage de nos prescriptions d'anticoagulants. De nombreuses études en vie réelle ont déjà proposé des résultats qui confirment les études de phase 3 sur les nouveaux anticoagulants oraux et qui montrent une efficacité et une sécurité au moins similaires. Cependant, ces études sont majoritairement basées sur des bases de données de remboursement avec un design rétrospectif et réalisé pour beaucoup d'entre elles en soins secondaires ou tertiaires. De telle sorte que des questions pratiques de prise en charge en médecine générale persistaient, telles que le cas des hémorragies mineures qui n'atterrissent pas forcément jusque sous les yeux d'un médecin de second recours, les modifications de traitement qui peuvent survenir, les antécédents personnels du patient ou son observance aux anticoagulants. Notre objectif était donc de comparer la survenue des événements artériels et veineux, des hémorragies et des décès entre les patients sous antivitamine K et ceux sous anticoagulants oraux directs en contexte de médecine générale. Nous avons donc mis en place une étude de cohorte prospective nationale où les patients étaient suivis pendant 1 an. Tous les patients ayant un anticoagulant oral se présentant consécutivement chez un médecin investigateur pendant les 3 mois d'inclusion ont été inclus dans une première phase de l'étude de type purement transversal qui visait à décrire leur profil. Et les participants à la seconde phase, qui était la phase de suivi, ont été sélectionnés parmi ceux de cette première phase s'ils avaient une indication d'anticoagulant de type fibrillation atriale non valvulaire ou maladie thromboembolique veineuse. Les patients ont donc été suivis pendant 1 an, comme habituellement, par leur médecin généraliste. Tous les 3 mois, les données disponibles ont été recueillies du point de vue des événements artériels ou veineux, comme la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire, l'AVC ischémique, l'infarctus du myocarde et les thromboses artérielles des membres inférieurs, les hémorragies et les décès. Tous les événements ont été adjudiqués, ont été validés par un comité d'adjudication indépendant secondairement. Au total, 3082 patients ont été inclus dans cette phase de suivi. 63% avaient un AVK et 37% un AOD. Vous avez ici, de manière assez illisible, leurs caractéristiques en termes d'âge, de sexe, d'antécédents, de fonction rénale, hépatique, d'observance perçue par le médecin généraliste. Et puis en bas de tableau, quelques éléments de suivi avec les modifications de traitement en cours de suivi de 2 à 4%, les arrêts temporaires autour de 6% et les arrêts définitifs d'anticoagulants entre 7 et 12%. En réalisant une analyse de survie, première analyse, l'incidence annuelle des événements artériels ou veineux était de 1,7%. L'incidence des hémorragies, quel que soit le type d'hémorragie, était de 6,1% et de 1,9% pour ce qui était des hémorragies uniquement majeures et l'incidence des décès de 4,1%. Cependant, vous avez peut-être remarqué sur le tableau précédent que les participants différaient à l'inclusion du point de vue d'un certain nombre de variables telles que l'âge, le sexe, le score Schatz-Vask ou l'ancienneté du traitement anticoagulant. Aussi, afin de comparer de manière fiable les critères entre les groupes, nous avons réalisé une analyse qui s'appelle un score de propension qui intégrait 20 variables telles que les caractéristiques des patients, mais aussi les caractéristiques de leur médecin généraliste ou encore l'observance des patients aux anticoagulants telle qu'elle était perçue par leur médecin généraliste. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes AVK et AOD du point de vue des événements artériels et veineux, ni du point de vue des hémorragies majeures. Le groupe AVK avait une moindre incidence d'hémorragie tout type, avec un ratio de 0,65, et une incidence de décès 2 fois supérieure
avec un ratio de 1,98. Ce résultat sur la mortalité 2 fois supérieur est tout à fait cohérent avec les données connues de la littérature. Celui sur les hémorragies est plutôt dans une tendance inverse qui nous a mis mal à l'aise car nous n'avons malheureusement pas trouvé encore d'explication à ce jour. Il faut voir que le score de proportion permet vraiment d'ajuster sur un maximum de variables les deux groupes pour pouvoir les comparer de manière la plus fiable possible. Ces résultats nous mènent donc à suggérer que le fait de considérer en contexte de médecine générale, les profils des patients, tous les types d'hémorragies rencontrées, pas seulement les majeures ou les non majeures cliniquement pertinentes, et bien de considérer tout ce contexte-là peut modérer les résultats mesurés dans les cohortes précédentes issues de bases de données et ou réalisées en soins secondaires, mais ne remet pas en question les données connues de sécurité des AOD et des AVK. Je vous remercie de votre attention. J'ai échangé avec toi, Paul, et tu faisais référence à la modalité selon laquelle vous avez fait participer l'ensemble de ces médecins, et en particulier sur le fait que le DPC a été quelque chose qui a pu être aidant pour monter cette étude, pour la mettre en œuvre sur le territoire. Peut-être tu peux nous en dire un mot, parce que ça a sûrement quelque chose de modélisant pour d'autres travaux, le cas échéant. Oui, c'est effectivement un point qui me semble intéressant et que cette étude illustre bien et dont on est assez fier et qui ouvre des portes. Il y a une réflexion qui se fait. On sait que l'accès à des financements d'un certain niveau est compliqué, que les PHRC, il y a des discussions du CNGE avec le ministère, la DGOS, pour essayer de trouver comment accéder à des financements de type PHRC plus facilement. Ils sont difficilement accessibles parce qu'en plus pris sur un budget hospitalier. Donc ça pose beaucoup de questions. Comment peut-on mettre en place une étude de ce type-là? On est au-delà du million d'euros de budget, donc on ne peut pas trouver ça dans un coin. Comment trouver de tels budgets? Et le DPC, donc vous connaissez tous les programmes de DPC, permettent donc de débloquer des budgets à la fois pour indemniser les médecins investigateurs, et il y a une partie aussi qui est recueillie par l'organisme de formation. Et ces études qui potentiellement ont des sujets qui intéressent les médecins généralistes, si elles s'intègrent dans un programme de DPC, donc avec une valence formation, avec une soirée initiale, un recueil de ces pratiques et puis une soirée finale, peuvent donc intégrer un programme de DPC et permettre de lever des fonds qui permettent de mettre en place des grandes études comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une possibilité qu'il faut sans doute continuer à creuser. Alors on essaye avec le CNGE, l'IRMG de la creuser encore sur des thématiques comme le CG. Elle a ses limites. On sait qu'on en discute en tant que collège de médecine générale avec l'ANDPC, l'Agence nationale du DPC. On sent bien qu'il y a certains types d'études qui ne passeront jamais dans un programme de DPC. Par exemple, ça va être assez difficile à l'avenir, on va essayer de préciser tout ça, mais toutes les études qui ont un bras contrôle, si le groupe contrôle rentre dans l'étude sans avoir fait une analyse initiale et sans bien être au point sur le sujet, on perd un petit peu la valence formation. Donc on sent qu'il va falloir préciser le cadre des types d'études qui peuvent rentrer dans ces formations DPC, mais c'est sans doute une piste assez intéressante, qui permet d'avoir un financement indépendant et puis qui reflète l'intérêt de notre profession pour certains sujets. Bonjour, William Bélanger du DMG d'Angers. Je vous remercie pour votre présentation, qui nous apprend quand même qu'en contexte de médecine générale, on observe des phénomènes qu'on n'observait pas dans d'autres contextes. Enfin, je pense à votre résultat principal, donc qui fait du travail quelque chose d'assez remarquable. Ma question portait sur votre observation d'éventuels switch, parce que c'est une question... Alors, je ne sais pas si vous saurez répondre à ça, mais ce n'est pas grave. Si votre travail, en tout cas, vous permet d'y répondre, mais on observe beaucoup de switch entre AVK et AOD. Est-ce que, pendant votre étude, les gens ont switch, les médecins que vous avez... ah oui, alors j'ai peut-être pas bien tout lu. Ah bah, c'était pas fait. Est-ce que vous avez observé beaucoup de switch entre les AVK et les AOD, et pour quel motif? Et de manière plus large, que pensez-vous des switches actuels, dont on voit beaucoup ça, des remplacements des AVK par les AOD? Alors effectivement, on sent que c'est vraiment quelque chose... Enfin,
Sur la première partie, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Effectivement, on n'a pas complexé par rapport à... Il y a des grandes études interventionnelles qui existent. On a aussi des études qui sont tout aussi utiles à faire en médecine générale sur des questions que les autres n'abordent pas, parce que les patients ne sont pas les mêmes quand ils arrivent chez eux. Les hémorragies mineures, les switches, ils les voient moins au quotidien. On a beaucoup d'autres données aussi assez intéressantes, de savoir aussi quels étaient les traitements concomitants juste avant les hémorragies. Est-ce que, en ce moment, on pose la question des antibiotiques. Est-ce qu'il peut y avoir des mises sous antibiotiques peu avant les hémorragies, qui peuvent déclencher des hémorragies. Alors, le chiffre donc, des switches a été... vous est présenté là. Pour ce qui est des changements de classe d'anticoagulants, vous voyez qu'il est de 2% dans les AVK et de 4% pour les AOD. Voilà, donc on a effectivement de plus en plus, de toute façon probablement, de personnes qui passent sous AOD. Je ne me prononcerai pas trop sur la pertinence, sinon qu'on sait que c'est un moment critique, ces switches sur le risque thromboembolique. Il faut faire attention, mais il y a beaucoup d'autres choses sans doute sur lesquelles aussi on doit faire attention, comme les comédications. Alors, il y a un certain nombre d'études ancillaires autour de cette étude-là. Vous avez peut-être vu la présentation de Johan Gaboro tout à l'heure. Il continue à travailler, donc de Grenoble, continue à travailler là-dessus, plus sur les scores de risque hémorragique et leur pertinence, et peut-être d'autres variables plus pragmatiques pour nous qui permettraient de visualiser simplement qui sait faire un Schatzvas, ici de tête, voilà, ou un Hasbled plutôt pour les scores hémorragiques. Voilà. D'avoir quelques variables qui seraient plus pertinentes et plus accessibles pour nous. M'a laissé entendre qu'il y avait des choses assez intéressantes qui pouvaient sortir. On a à Clermont-Ferrand l'équipe des Clermontois qui s'est intéressée aux patients âgés, insuffisants rénaux, et donc on a plein de petites questions qui peuvent venir se greffer et donner des résultats pertinents là-dessus. Je fais juste du teasing. Ma question est sur l'observance. Vu que les AOD, oui. Voilà, les AOD, le plus souvent, ils sont en biprise sur l'observance. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une mauvaise observance chez certains de vos patients? Alors, c'est toujours compliqué, l'observance à évaluer. On s'est intéressé à... On a recueilli deux choses du point de vue de l'observance. L'observance telle qu'elle était perçue par le médecin généraliste. Et puis, il y a une petite question qui était très intéressante dans la phase initiale. La phase initiale, il y a plus de 7000 patients qui ont été inclus. Et au moment de leur inclusion, donc tous les patients à qui on proposait l'inclusion étaient sous anticoagulant oral. Et le médecin investigateur posait la question, avant même de parler de l'étude, aujourd'hui, avez-vous un anticoagulant? Et oui, non. C'est une petite question toute bête. 2 fois plus de patients sous AOD disent non. Et ça nous interpelle en disant, effectivement, alors il y avait la nouveauté qui va s'éteindre, s'estomper progressivement, mais on sent bien qu'il y a déjà cette nouvelle classe où on n'a pas d'INR et du coup on a peut-être moins conscience d'avoir un traitement de type anticoagulant et l'importance qui va avec. À un moment, on s'est posé la question secondairement de relancer et de faire une étude sur l'observance perçue par le patient avec une échelle de Morisky et de la comparer à celle perçue par le médecin traitant. On n'a pas pu le faire, c'est déjà très très lourd pour ça, pour les investigateurs. Je voulais encore les remercier ici parce que c'est un vrai travail tous les 3 mois pendant 1 an d'aller recueillir ces données en plus de son quotidien. Et il y avait un certain nombre de données recueillies. Mais voilà, si on veut aller plus loin, il faut aller contrôler les boîtes ou il faut contrôler les remboursements. On sort de plus en plus du cœur du cabinet et c'était peut-être moins le lieu de cette étude. Après, toutes les études sur les pathologies chroniques montrent que l'observance est de l'ordre de 50%. Quelle que soit la pathologie, on sait que les traitements au long cours, on est plus de l'ordre de 50% d'observance, quel que soit le traitement.